Alors oui, donc je m'appelle Fabien. Et je m'appelle Lulu. Et on n'est pas sur M6 pour le Hit Machine, non, on va vous faire donc une conférence sur la représentation tronquée des civilisations anciennes au cinéma. Voilà, un thème qu'on va faire... Ah, c'est vrai que je voulais faire une blague. Évidemment, je voulais faire une blague comme quoi, à la base, je voulais faire une conférence sur les 18 du Pacifique en Normandie de 1748 à 1801. Et moi, je voulais parler des clichés sur les pirates. Du coup, comme on n'était pas d'accord, on est parti sur autre chose. Voilà. Donc, du coup, on va faire les fameuses civilisations anciennes au cinéma et leur représentation. Et puis, on va voir à travers quelques procédés comment c'est représenté. Voilà. Alors souvent, quand on parle de problèmes de réalité historique et d'acuité historique dans les films, on a souvent en tête l'anachronisme. Alors je pense que vous êtes à peu près tous familiers avec le concept d'anachronisme. Qui sait ce qu'est un anachronisme ici? Voilà. Ça va, donc on va peut-être pas faire d'explication pour ça. Tout simplement, voilà, quand on voit un objet ou un phénomène qui n'a pas encore été inventé dans une époque et qui du coup a fait office d'erreur. Donc finalement, on l'a expliqué. Ouais, on l'explique quand même pour être sûr. Il y en a qui ont élevé la main, puis en fait, ils n'ont pas osé dire qu'ils ne savaient pas ce que c'était qu'un anachronisme. Donc l'idée, c'est que très souvent, on va se focaliser sur ces petits anachronismes, parce que déjà, c'est toujours sympa en soirée de pointer du doigt les petites erreurs, et puis en plus, ça permet de montrer qu'on sait des choses sur une époque, donc ça, c'est toujours sympa, montrer qu'on sait plein de choses. Mais nous, on ne va pas vous parler d'anachronisme, on aimerait un petit peu se focaliser sur son alter ego, son jumeau maléfique, qu'on appelle plutôt le parachronisme. Alors, est-ce que vous connaissez le parachronisme? Mais alors le parachronisme, voilà. On apprend des mots aujourd'hui, c'est bien, ça fait plaisir. C'est l'inverse, comme on a dit, de l'anachronisme. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un objet qui n'a pas encore été inventé dans une époque donnée, et que ce soit une incohérence, etc., on a un objet qui existe déjà à l'époque qu'on représente. Cependant, il est plutôt obsolète, archaïque, etc. Alors, on pourrait se dire la belle affaire, cela me fait une belle jambe, mais quel est le problème? Tu vois, ça prête à sourire, l'objet existe déjà, pourquoi mais on va voir que ça induit parfois des messages finalement et des interprétations. Voilà. C'est pas en tant que tel une erreur, bien évidemment, mais c'est quand même un truc un petit peu particulier. Alors on va peut-être donner des exemples, parce que comme ça c'est un petit peu vague, de parachronisme. Je te laisse en citer un premier. Par exemple, pour être concret, on a dans le film Le Dernier Samouraï d'Edward Zwick avec Tom Cruise, mais bon, on va pas parler de Tom Cruise, c'est pas le sujet. On a dans ce film, donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je fais un bref résumé, un clan de samouraïs, le clan Satsuma, qui en 1877 a mené une bataille notamment contre l'armée du gouvernement impérial japonais. Et ces samouraïs sont représentés en fait avec voilà, des armures, des katanas, des arcs, des flèches, etc. Ils montent sur leurs grands chevaux et puis ils vont aller combattre cette armée jusqu'aux dents, voilà, avec des fusils, avec une belle formation militaire, des beaux uniformes, etc. Et également une sorte de mitraillette, une Gatling, je crois, enfin précisément je ne sais plus. Donc ce qui fait qu'on a, je disais, on a ces samouraïs qui sont représentés avec des armures qui sont en fait complètement obsolètes, qui sont les armures de leurs ancêtres, genre arrière-grand-papy peut-être, et bon bah voilà, elles existaient, voilà, ces armures, c'est pas une incohérence, c'est pas une erreur, par contre c'est un problème de vraisemblance, ça pose problème à ce niveau-là, parce que c'est très peu probable, voire voilà, ça n'a pas de raison, il n'y a pas de raison qu'ils soient partis combattre des mecs avec des fusils, avec des arcs, des flèches, derrière un katana et des vieilles armures, quoi. Sans parler que les armes à feu, les Japonais les utilisent à peu près depuis le XVIe siècle. Dont les samouraïs, évidemment. Ce serait beaucoup plus probable qu'ils aient utilisé justement des armes à feu. Alors moi je vais mettre un exemple avec les pirates, parce que comme ça me permet de mettre des pirates quand même. Très souvent dans les films, les bateaux de pirates sont représentés alors avec des voiliers en bois extrêmement massifs, extrêmement larges, avec des proues, donc l'avant du bateau très chargé, très décoré.
Sauf que la plupart du temps, les histoires de pirates se passent plutôt fin 17e, début 18e, hein, c'est là que se situe l'âge d'or de la piraterie. Et au XVIIIe siècle, les bateaux, ils ont beaucoup évolué au niveau de la forme. On va avoir des bateaux au contraire plus fins, beaucoup plus faciles à manier en fait, tout simplement, parce que ces gros bateaux massifs avec beaucoup de décoration, c'est bien sympa, mais c'est très difficile à manier et en plus c'est très lourd. Et quand on veut faire la guerre ou bien des abordages, c'est quand même pas très très pratique. Et du coup, on a un type de vaisseau qui est utilisé qui est complètement différent. Alors vous pourrez me dire, oui, mais peut-être qu'ils se servent de vieux bateaux. Sauf que les voiliers en bois à l'époque, ça n'a quand même pas une durée de vie extrêmement longue, hein, c'est quelques années. Ça reste quand même des bateaux en bois dans de l'eau de mer, hein, donc ça dure quelques traversées à la rigueur et c'est à peu près tout. Donc même s'ils avaient décidé d'utiliser des vieux voiliers, la plupart du temps, ils n'existent pas. Hein, ces vieux voiliers, ils ont disparu. Mais simplement, dans l'imaginaire collectif, c'est tout de suite plus sympa, ça fait tout de suite plus aventure d'avoir un gros voilier immense avec beaucoup de décoration. Ça a du cachet, il y a une petite odeur de résine, c'est sympa, voilà, ça fait beaucoup plus à l'aventure, tout ça. Exactement. Donc, dans ces deux exemples, ce qu'on veut montrer, c'est que le parachronisme est choisi. Alors, dans mon cas, pour les bateaux, là, c'est quelque chose d'assez esthétique, d'un point de vue esthétique, hein, vraiment, cette histoire de bateau. Mais il peut y avoir également un message, comme c'est le cas, par exemple, pour le Dernier Samouraï. Dans le Dernier Samouraï, en fait, clairement, là, on a une volonté propre qui est celle du réalisateur ou du scénariste ou du producteur, ça dépend qui est vraiment à l'origine du projet. Mais en tout cas, l'idée, c'est de véhiculer un certain message. Du fait de représenter ces samouraïs avec des armures, des katanas, des arcs et des flèches, on a justement cette métaphore qui est bien sympa, où on a des gens proches de la nature, des artisans qui combattent de l'autre côté l'armée avec la manufacture, l'usinage, etc. Et on a du coup cet élan épique beaucoup plus beau, beaucoup plus... Je n'ai pas de terme pour conclure cette phrase. beaucoup plus... C'est sympa, c'est joli. Beaucoup plus intense et beaucoup plus tranché, c'est-à-dire vraiment l'opposition entre la tradition et l'arrivée de la modernité. Du coup, le spectateur étant censé se situer du côté de la tradition, pour le coup. Ouais. Les samouraïs. Bonne valeur traditionnelle, jambon Herta, tout ça. Exactement. Oui, exactement. On va recevoir des sous de Herta très très rapidement, j'espère, beaucoup. Et du coup, comme on a toujours, c'est très imprégné dans l'esprit collectif justement ces histoires de placer des objets ou des pratiques obsolètes, ça a tendance à nous conforter dans quelque chose qu'on a déjà ancré en nous, c'est-à-dire de penser que le progrès, que la technologie, que les connaissances scientifiques, cette époque, à l'époque contemporaine, on va dire 20e, 21e siècle, on a cette impression qu'on a eu une accélération du progrès, qu'on a inventé des tas de choses, qu'on a des connaissances qui explosent. Rendez-vous compte, hein, on est allé sur la Lune, on est allé dans l'espace, on a des montres qui permettent de téléphoner à l'autre bout du monde. Voilà. Et que du coup, en comparaison, tout ce qui s'est fait avant, tous les savoirs, toutes les technologies sont soit obsolètes, soit fausses. Voilà. Et que vraiment, comme ça, c'est cette évolution constante. C'est vrai qu'on a une vision assez souvent on prend le point de départ de l'homo sapiens à la préhistoire, qui se fait un peu chier avec son os, il tape sur un caillou. Puis on a une ligne comme ça, constante, d'évolution, de progrès technologique, d'avancée, des choses qui remplacent des choses obsolètes, etc. Et puis peut-être, une grosse accélération fin 19e, début 20e, parce qu'on a inventé des tas de trucs à ce moment-là, etc. Et qu'on est arrivé à ce paroxysme d'humanité super puissante, etc. C'est finalement l'intro de 2001 Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, où on a encore ce singe, cet homo sapiens qui est avec son os, et puis d'un coup là, avec un cut, on part dans l'espace, on a une fusée qui va dans le ciel, etc. Alors le problème avec ce concept, c'est que on oublie plein d'éléments importants. Déjà d'une part, le progrès, c'est un concept, donc ça ne retient pas les mêmes éléments suivant les époques. Ça peut être très variable. Et en plus, ça ne prend pas également en cause un élément assez important qui est la perte des savoirs. En fait, c'est pas du tout une ligne linéaire, on va plutôt avoir une courbe avec des montées et des descentes, tout simplement parce que des savoirs, on va en acquérir, mais on va aussi en perdre au cours de l'histoire. Et on va à nouveau les redécouvrir. Et ça va être comme ça très, très variable. Alors ces savoirs, on peut les gagner ou les perdre, tout simplement parce qu'on va les acquérir et puis à un moment donné, ils seront plus utiles. Donc on ne va plus les transmettre, ou tout simplement parce qu'ils vont être bloqués pour des questions idéologiques
ou religieuses. Alors, les personnes qui font de la reconstitution historique sont très habituées à ça. On va prendre un exemple, on va prendre l'exemple du château fort de Guédelon. Est-ce que vous connaissez le chantier du château fort de Guédelon? Oui, en levant la main. Parce que les oui, c'est... Oui, ah, bah, c'est bien. Oui, ça va, vous aimez l'histoire, ça se voit, très bien. Dans le château de Guédelon en Bourgogne, etc. Donc c'est un projet quand même il y a longtemps. Et une poignée de gens très motivés qui se sont dit on va refaire un château fort avec les type premier tiers du XIIIe siècle. On va refaire ça avec les moyens de l'époque, sans céder de grues, de ciment, d'agglos et tout ça. C'est un peu trop moche. On va le faire vraiment à l'ancienne. Et ils sont, eux, à chaque fois heurtés à des problématiques et des trucs qui ralentissent la construction, notamment à cause de ces savoirs qui, finalement, ont été perdus et qui empêchent de vraiment utiliser, parce que plus personne n'utilise, plus personne ne fait comme ça. Exactement. Ils vont par exemple, ils vont monter un élément architectural et ils vont se rendre compte que par exemple ça ne tient pas. Et il va falloir qu'ils repassent par des phases d'expérimentation en multiples pour trouver ou ne pas trouver d'ailleurs la solution, parce que parfois ils sont vraiment bloqués, alors qu'on se dit que c'est des savoirs qui étaient complètement courants pour les personnes qui travaillaient dans le bâtiment à l'époque, mais comme on a perdu ces connaissances et qu'en plus la plupart du temps c'était transmis de maître à apprenti, donc par la pratique et par l'oral, très rarement par l'écrit, et là c'est des choses qu'on a complètement perdues parce qu'on n'en a plus l'usage tout simplement. Du coup, on va ensuite parler de quoi? Donc du coup, de ce fait, quand on a des éléments qui nous paraissent un petit peu trop technologiques ou un petit peu trop avancés par rapport à la représentation qu'on se fait d'une société ancienne, eh ben on va tendance à essayer de la justifier par une explication un petit peu fumeuse, voire surnaturelle, comme par exemple avec l'histoire des pyramides. Bon, évidemment. Eh oui! C'est comment qu'ils ont fait, les Égyptiens, c'était il y a très longtemps, il y a des millénaires, ils n'avaient pas le matériel qu'on a aujourd'hui. C'est un peu bizarre, ce serait quand même plus simple d'imaginer que Stargate, les Goa'uld, ils ont débarqué, et puis ils ont fait oui, on est vos dieux, et puis faites des grandes pyramides, et puis on va vous aider, etc. Et finalement, c'est un peu aussi comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace, puisque finalement, je vous spoil les 5 premières minutes, puis vous l'avez tous vu. C'est bien comme film, moi j'aime bien. Un peu long, mais franchement j'aime bien. Et donc on a cet homme préhistorique qui se fait un petit peu chier là, et puis d'un coup il y a le monolithe qui débarque et qui envoie à cet homme et qui lui permet d'évoluer et d'aller à son paroxysme de conquérant de l'univers et de la conquête spatiale, quoi. Alors on va pas s'étendre non plus trop longtemps sur les pyramides et le complotisme, parce qu'il y a des vidéastes ici qui sont bien plus calés que nous et qui font de très bonnes vidéos sur le sujet, mais c'était pour vous illustrer l'exemple, et aussi pour aller un petit peu plus loin, parce que non seulement ça nous donne l'idée que les savoirs du passé, ils étaient obsolètes, mais en plus c'est souvent très rattaché à des populations non occidentales. Les pyramides, en Égypte, population d'Afrique du Nord, on n'a quand même pas imaginé qu'ils étaient suffisamment intelligents pour faire des bâtiments massifs. On retrouve exactement la même chose avec les populations d'Amérique du Sud, on va dire les civilisations précolombiennes. Et là, on a tout trouvé, un superbe exemple avec Indiana Jones 4. Voilà. Eh oui. Je me suis nommé. Si, il existe, je vous promets. Le meilleur de la trilogie. On le voit très très clivant, celui-là. Alors justement, dans Indiana Jones 4, déjà premier gros problème, on va avoir une espèce de mélange assez incroyable entre un Aztèque, Maya, Inca, des personnes qui n'ont pas vécu ni dans les mêmes aires géographiques, ni dans les mêmes époques, ni avec les mêmes langues. Déjà ça, c'est un gros point de départ, voilà. Gros manque de respect. Pourquoi pas, d'accord. Et en plus, encore une fois, on va vous montrer que ces civilisations, si elles sont aussi développées, et s'ils ont par exemple des excellentes connaissances en astronomie, eh bien c'est quand même pas parce qu'ils sont intelligents, faut pas déconner, c'est encore une fois parce qu'ils se sont fait aider par les extraterrestres, voilà, une aide extérieure, métaphoriquement bien sûr.
On a aussi des exemples dans des films pas de science-fiction, il n'y a pas que les extraterrestres, hein. On peut parler du film Kingdom of Heaven aussi. Alors là, cette fois-ci, l'aide extérieure, c'est plus les extraterrestres, ça va plutôt être le blanc, l'occidental, qui est censé apporter le savoir à ces pauvres autochtones qui sont quand même un petit peu nuls, hein, même avec leur propre tradition, voilà. Donc on va avoir un élément comme ça scénaristique qu'un scénariste hollywoodien va donc pouvoir intégrer dans son film sans se dire que ça peut poser problème. Alors on va peut-être redire un petit peu le contexte de Kingdom of Heaven. Est-ce que vous l'avez vu? Ouais, grosso modo. Donc film de Ridley Scott de 2005. Avec Orlando Bloom. Exactement. Donc qui part en beau chevalier à Jérusalem et qui se retrouve avec ses sujets. En Terre Sainte, hein, donc il a obtenu, voilà. il a une petite seigneurie comme ça, donc il a des sujets. Voilà, ils ont des cultures et tout qui sont un peu à sec, voilà, ça prend pas, ça pousse pas, un peu comme dans Idiocratie parce qu'ils mettent du soda dessus, j'imagine, je sais pas. Et du coup le gars, il est bien sympa, il fait on va faire de l'irrigation, je vais vous apprendre ce que c'est que l'irrigation. Et comme ça, ils vont adorer Orlando Bloom, leur nouveau souverain, parce que grâce à eux, ils vont avoir des terres fertiles. Donc on se retrouve quand même avec un occidental qui vient apprendre les techniques d'irrigation à des peuples qui connaissent la technique depuis des millénaires, puisque les techniques d'irrigation, elles ont été mises au point il y a très longtemps. Elles étaient particulièrement développées en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Et c'est plutôt l'inverse, hein, c'est plutôt ces techniques-là qui ont ensuite été appliquées en Europe. Donc c'est complètement une contradiction historique, mais ça passe complètement crème dans le film. On ne se pose même pas la question, tout simplement parce qu'on a l'habitude d'avoir un occidental qui débarque pour imposer ses connaissances par rapport à une population ancienne autochtone. Pardon. Je m'en prie. Tu veux qu'on enchaîne directement sur Wonder Woman ou on va prendre un exemple un peu récent qui, là, pour le coup, on n'est pas dans les civilisations anciennes et puis on sort un peu du sujet, mais c'est vrai qu'il y a la même chose aussi avec l'imagerie de la femme. Il n'y a pas que les anciennes civilisations qu'on cherche à décrédibiliser, à amoindrir aussi. C'est un peu le schéma classique de... Les Amérindiens, voilà, bien sûr, si on se dit que c'est une bande de sauvages qui vivaient que dans des tentes, c'est pas si grave si on les a décimés et qu'on les a foutus dans des casinos, etc. Du coup, il y a un peu la même chose par rapport à la figure de la femme, c'est vrai. Et quand on prend l'exemple récent du film Wonder Woman, c'est assez parlant parce que donc on a le personnage de Diana, qui est princesse guerrière, qui a vécu sur une île avec que des Amazones, que des femmes, etc., qui débarque à la frontière belge et qui va se retrouver dans les tranchées, à combattre et tout, ça va être super épique, super joli. Juste avant, il y a une scène où elle arrive en Angleterre, et là ils en profitent pour faire beaucoup de blagues, beaucoup de trucs en mode les visiteurs. Ah, dis donc, c'est rigolo, une femme forte, ça n'existe pas, quoi. Je veux dire, c'est l'excès. Ah, c'est marrant parce que c'est un peu anachronique, genre ils ont mis ça pour qu'il y ait un peu de féminisme dans le film, mais c'est pas cohérent en fait. Voilà. Les personnages féminins forts dans les films historiques sont en général perçus par le public comme des anachronismes, c'est-à-dire ou des exceptions ou des personnages mythiques, parce qu'on dit mais non, dans l'histoire, les femmes, elles étaient soumises, elles avaient un rôle moindre, etc. Là, c'est juste pour plaire au public contemporain, sauf que bien évidemment, c'est faux, c'est simplement qu'on ne met pas en avant les figures féminines. Nota Bene l'a très bien dit hier, dans sa conférence, il a parlé justement d'une femme qui avait participé pendant la Première Guerre mondiale. Et les femmes, elles ont eu des rôles très importants pendant cette guerre. Elles n'ont pas été simplement des secrétaires et des infirmières. Il y a eu aussi des espionnes qui étaient engagées pendant le conflit, particulièrement du côté des Britanniques. Alors je vais vous en citer deux, une anglaise et une française. Vous avez par exemple eu Edith Carvel, qui elle était donc sous couverture infirmière et qui a permis de faire exfiltrer des centaines de soldats et donc de leur sauver la vie. Elle a été arrêtée, torturée et exécutée avec ses compagnons. Et vous avez également une Française qui s'appelait Louise de Bettigny, qui elle avait organisé tout un système, un réseau d'informateurs qui a permis d'avoir des éléments justement sur l'armement allemand. Elle aussi, elle a été arrêtée et exécutée. Voilà. Donc ces femmes fortes, elles ont existé, et Diana, finalement, qui apparaît comme une exception et sur laquelle on va beaucoup insister, genre les femmes ne sont pas censées se battre et être présentes dans ce conflit, et bien finalement, non, elle n'était pas une exception. Parce qu'à part une secrétaire et un peu des infirmières dans le film, on ne voit pas beaucoup d'autres femmes que... Et les Amazones, bien sûr, mais bon, ça compte pas. Voilà.
Et la méchante. Ou une vilaine empoisonneuse. Voilà, mais qui est quand même un sous-fifre du vrai méchant, faut le rappeler. Hein, elle est son outil, c'est pas le personnage principal, elle est là pour fournir le poison, mais le vrai méchant, c'est Arès. Voilà. Et puis, en plus, l'histoire se situe en 1917. Or, il se trouve qu'en 1917 a été créée, en fait, pour la première fois, une branche de la Royal Navy, donc entièrement féminine. Donc, quand la secrétaire qui travaille pour le personnage de Chris Pine, voilà, fait la réflexion à Diana qu'elle ne peut pas avoir de tenue confortable parce que de toute façon, c'est pas son rôle de femme. On se trouve quand même en même temps à une époque où justement il y a des femmes dans la Royal Navy. Elles auraient très bien pu rencontrer Wonder Woman. Voilà. Ou en tout cas, elle aurait pu le savoir. Quoi, aurait pu le savoir. Bon, voilà. Du coup, on se retrouve certes avec un personnage, une super-héroïne. Ça, c'est cool, hein, d'avoir un personnage de femme forte. Mais en même temps, c'est un personnage fictif, c'est un personnage mythique, c'est pas une femme réelle. Voilà. Alors que les femmes réelles qui ont joué un rôle important pendant la Première Guerre mondiale, eh bien il y en a, tout simplement. Voilà. Du coup, ainsi se conclut notre conférence. Et évidemment, moi je vous invite toujours, je remercie Kali et Benjamin évidemment de nous avoir invités, de nous avoir permis de pouvoir faire ça. Évidemment, je vais vous le demander pour la 100e fois, mais ce serait bien d'applaudir toute l'équipe, Kali, etc. Parce que, voilà. On ne le fait jamais assez, on ne le fera jamais assez. Bien, merci à vous. Ouais, complètement.